Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Raphaël Ritondo, chargé de recherche à l'IWEPS, pour parler du cahier de prospective numéro 11, consacré à la dépendance automobile en Wallonie. Bonjour Raphaël. Bonjour Aurélie. Alors ce rapport, il s'inscrit dans le cadre du projet AutoWall 2050, lancé à la demande du service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure, et il explore les futurs possibles de la mobilité automobile à l'horizon 2050. Ensemble, nous allons décrypter les grands enseignements du diagnostic, les scénarios imaginés et les tensions pour l'action publique et puisque cela signifie concrètement pour notre quotidien et pour les politiques de mobilité en Wallonie. Alors pour commencer, Raphaël, remettons peut-être un peu de contexte. Pourquoi ce projet AutoWall 2050 a-t-il été lancé et comment il s'inscrit dans la démarche de prospective de l'IWEPS ? Donc le projet AutoWall 2050 s'inscrit dans le cadre de la subvention que recevait l'IWEPS pour la mise en œuvre du tableau de bord de la mobilité, qui avait pour objectif entre autres de monitorer la vision FAST et l'atteinte des objectifs de la SRM, qui est donc la stratégie régionale de mobilité. Dans ce contexte, pour la période 2024-2025, le SPOE Mobilité Infrastructure a vu un intérêt à développer une réflexion qui contribue finalement à l'anticipation des transformations de la mobilité wallonne, afin notamment de préparer la réflexion de prochains plans stratégiques, puisque les objectifs de la vision FAST notamment sont à horizon 2030 et qu'on s'approche tout doucement de cette échéance. Et en ce qui concerne l'équipe prospective de l'IWEPS, des exercices récents ont concerné la mobilité. Je pense notamment au cahier de prospective sur le transport aérien de passagers qui a été publié il y a 1 ou 2 ans maintenant. Et avec cette opportunité de travailler sur le transport routier de passagers, nous avions l'occasion de compléter finalement cette réflexion, qui plus est en ayant un peu plus de moyens pour aller plus loin dans la dimension participative de ce type de démarche. C'était donc très stimulant de travailler sur une question comme celle-là, quoi. Et alors finalement, qu'est-ce qui rend la dépendance automobile en Wallonie si particulière par rapport à d'autres régions ? Bien Aurélie, la dépendance à l'automobile, c'est un phénomène qui touche toutes les sociétés où l'automobile s'est largement diffusée. Un article fondateur de Peter Newman et Jeffrey Kenworthy avait d'ailleurs étudié le phénomène dans plus de 32 villes plutôt nord-américaines dès le début des années 90. Donc ça n'est évidemment pas une particularité de la région wallonne. Cependant, il y a un intérêt spécifique à travailler sur la Wallonie. Premièrement, il y a une série de compétences structurantes pour l'avenir de la mobilité qui sont gérées à l'échelle wallonne, notamment au sein du SPOEMI. La vision FAST, récemment réaffirmée dans la déclaration de politique régionale, ambitionne d'agir sur la place de l'automobile dans la mobilité des Wallonnes et des Wallons. Et pour atteindre ce type d'objectif et développer une stratégie efficace, il faut avoir une vision fine des mécanismes qui font qu'en fait, aujourd'hui, plus de 70% des distances parcourues en Wallonie le sont en voiture, d'après d'ailleurs le tout récent tableau de bord de la mobilité 2025 publié par le SPOEMI et l'IWEPS. Donc, par rapport aux 2 autres régions du pays, la Wallonie a quand même quelques spécificités. Elle est plus étendue, moins densément peuplée, et ces caractéristiques-là, couplées à un étalement urbain qui se poursuit toujours aujourd'hui, font qu'on a un territoire qui est particulièrement propice à l'usage d'un moyen de transport aussi flexible et qui permet de parcourir de grandes distances comme l'automobile. Donc le questionnement nous a paru particulièrement stimulant. Alors, avant d'entrer dans le cœur du diagnostic et des scénarios, parlons peut-être un petit peu de la méthode. Donc, vous évoquez une approche qui est systémique, participative et anticipative. Concrètement, ça veut dire quoi, Raphaël ? Là, on touche au fondement de la démarche prospective, en tout cas telle que nous la mettons en œuvre ici à l'IWEPS. Donc la prospective, que nous avions d'ailleurs présentée en détail dans le podcast numéro 6 concernant le FAQ, est une démarche d'anticipation qui cherche à nourrir la réflexion stratégique en explorant des futurs possibles. Donc très concrètement, lorsque l'on fait de la prospective, on s'intéresse au futur et on cherche à dire quelque chose d'intéressant sur ce futur quelque part. Le problème, c'est qu'il est impossible de réfléchir au futur d'objets de recherche aussi complexes que par exemple la mobilité des personnes qui nous occupe aujourd'hui, sans réfléchir aux interactions entre des variables aussi diverses et hétérogènes que la démographie et la santé de l'économie wallonne, qui vont affecter par exemple la demande et les motifs de déplacement, que les types de motorisation disponibles sur le marché par exemple, qui vont avoir des conséquences différentes sur l'environnement, que l'aménagement du territoire, qui va jouer également un rôle sur les distances à parcourir. Et pour finir avec un dernier exemple,
Les conséquences mêmes de l'automobile sur l'environnement au sens large, on peut penser aux émissions de gaz à effet de serre, au bruit, à la pollution de l'air, à l'emprise au sol de la voiture. Tout ça va être influencé certes par les autres variables que nous venons de citer, mais dans le même temps, cela va conduire à des pressions sociétales qui vont à leur tour affecter les politiques publiques et faire évoluer le système de mobilité. Donc c'est en ce sens que la prospective adopte une posture qu'on qualifie de systémique. Elle cherche à comprendre comment ces multiples composantes interagissent pour produire et faire évoluer le système et rendre donc possible certains futurs plutôt que d'autres. Cette posture systémique m'amène au troisième terme de ta demande, qui était la dimension participative. En fait, personne ne possède seul les compétences nécessaires pour analyser des relations aussi complexes. Donc, lors d'une démarche comme AutoWal, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire agir des expertises différentes, que ce soit pour questionner les productions de l'équipe de recherche ou pour coproduire certaines parties de l'étude, typiquement comme les scénarios, qui impliquent d'ailleurs une grosse part de créativité de leur part. Donc concrètement, vous avez rassemblé des groupes d'experts où vous avez mis des experts autour de la table pour discuter de toutes ces questions. Tout à fait. Une grosse partie de l'étude a consisté en la conception, l'animation et le traitement d'ateliers qui ont été réalisés par un groupe de travail qui réunissait des acteurs du SPOMI, mais aussi de la société civile, Canopéa, l'AKT par exemple, donc voilà, qui ont vraiment coproduit les résultats de la recherche. C'est ça. Donc passons peut-être maintenant au diagnostic. Donc quels sont les grands constats que vous avez posés sur la dépendance automobile en Wallonie ? Donc, lors d'un premier cahier de prospective qu'on a publié ici en mai 2025 sur le sujet et qui présentait une rétrospective du phénomène de dépendance à l'automobile, nous avions, avec mon collègue Vincent Calais, montré comment la diffusion de l'automobile individuelle, et principalement thermique, qui se poursuit toujours aujourd'hui, puisque le parc automobile continue de croître d'année en année en Wallonie. Mais donc on avait montré comment cette diffusion, qui a démarré en Europe après la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut s'analyser comme étant la mise à disposition, pour le plus grand nombre, d'une vitesse de déplacement jamais connue auparavant. Alors qu'on s'entende bien, je ne parle pas ici de la vitesse intrinsèque de la voiture, puisqu'il y a d'autres moyens de transport qui peuvent l'égaler, voire la dépasser. Mais je parle bien de la vitesse de déplacement qu'elle permet aux individus. Si vous possédez une voiture, vous pouvez démarrer à tout moment de la journée pour aller pratiquement dans toutes les directions, ce que les transports collectifs ne permettent pas. Et par ailleurs, des alternatives plus flexibles, comme les 2 roues, n'offrent pas nécessairement le même niveau de praticité sur de longues distances ou dans certaines conditions météo. L'automobile est donc ce moyen de transport qui a réellement démocratisé la vitesse de déplacement et que l'on ne connaissait pas auparavant. Une bonne chose donc. On pourrait le penser, oui. Cependant, la diffusion de l'automobile a été de pair avec un accroissement des distances parcourues. Donc, nos collègues Julien Charlier et Julien Juprel ont bien mis en évidence ce phénomène dans leur analyse du système transport-localisation, que je vous invite à aller voir, qui est disponible sur le site de l'IWEPS. Et il est utile à cet égard de parler ici de ce qu'on appelle la constante de Zahavi. Donc cette constante stipule que, au-delà d'un certain niveau de vitesse et de ressources économiques, le temps passé à se déplacer reste plus ou moins constant. Donc en clair, la voiture nous permet d'aller plus vite, mais au lieu d'utiliser cette vitesse pour réduire nos temps de déplacement, nous l'utilisons pour aller plus loin. La voiture devient ainsi indispensable pour se rendre aux différentes activités qui composent le programme de nos journées. Par exemple, amener nos enfants à l'école, puis aller travailler à plusieurs kilomètres de là, retourner chercher nos enfants, les déposer au sport, aller nous-mêmes au sport, etc. Ce programme d'activité-là, peut paraître relativement standard, serait bien difficile à tenir sans voiture dans beaucoup de localisations. Plus fondamentalement encore, nos choix résidentiels, c'est-à-dire les lieux où nous choisissons d'habiter, sont également très influencés par l'accès à la voiture. Grâce à elle, on peut accéder, encore une fois, à notre travail, à nos loisirs, à nos activités, même en allant habiter beaucoup plus loin ou assez loin de celle-ci. Julien Charlier, encore lui, et Isabelle Reginster ont récemment encore montré que l'étalement urbain se poursuit toujours en Wallonie. On peut donc dire que nos modes de vie ont coévolué, d'une certaine manière, avec l'automobile, au point que les deux sont maintenant complètement imbriqués. Pour citer quelques exemples, l'industrie automobile, à l'échelle européenne, représente une part significative des emplois et de la valeur ajoutée. Et c'est dans une moindre mesure également le cas en Wallonie, qu'on pense à toutes les activités économiques qui tournent autour ou dépendent de la voiture. Notre système fiscal et budgétaire, également, est largement affecté par notre dépendance à la voiture. À l'échelle fédérale, par exemple, les accises sur les carburants qui sont tout à fait considérables. La voiture est donc, est par ailleurs, devenue un objet de distinction
qui renseigne finalement sur l'identité de son détenteur autant qu'elle est un moyen pratique de se déplacer. Donc en clair, le message que j'essaie de faire passer ici, c'est que la diffusion de la voiture a réellement structuré nos modes de vie et notre modèle culturel. Et donc agir sur une dépendance aussi ancrée n'est pas quelque chose d'aisé, de facile à faire. Vous mentionnez dans le rapport les effets parc, réseau et club. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ils renforcent cette dépendance à l'automobile ? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'un cadre défini par l'économiste des transports Gabriel Dupuy pour essayer de comprendre vraiment les ressorts de notre dépendance à l'automobile. Alors, l'effet club, ça désigne les avantages liés à la possession à l'automobile. Lorsque l'on obtient son permis de conduire, on rentre dans le club. On a maintenant accès à tous les avantages de la vitesse et à toutes les activités éloignées finalement qui seront toujours inaccessibles aux personnes qui ne peuvent pas conduire de voiture. Le fait est que plus le nombre de personnes qui font partie de ce club est important, plus ceux qui n'en font pas partie sont marginalisés. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, si vous n'avez pas de voiture, le mode de vie quelque part répandu, le mode de vie de monsieur tout le monde vous est finalement inaccessible. Donc ça, c'est l'effet club. Le second effet, c'est l'effet parc. Celui-là, il traduit le fait que plus il y a de voitures en circulation, plus il y a d'acteurs pour offrir par exemple des biens et des services. On peut penser aux garagistes, aux stations-service, etc. Et donc, plus l'utilisation de la voiture devient facile, pratique au quotidien. On peut avoir un raisonnement analogue pour, par exemple, les groupes de pression. Plus le parc de voitures est important, plus il y a des personnes qui ont des intérêts à ce que des politiques publiques en faveur de l'automobile soient menées. Enfin, le dernier effet, c'est l'effet réseau, qui indique que plus il y a de voitures en circulation, plus la pression est forte finalement pour améliorer le réseau. Donc typiquement les routes, les infrastructures routières, etc. Et en fait, plus on améliore ce réseau, plus il est facile de circuler en voiture et plus on est incité à utiliser la voiture pour tout un tas de déplacements. Donc combiné aux localisations qui sont de plus en plus éloignées, ces trois effets donnent une idée des forces de rappel finalement qui incitent à l'utilisation de la voiture. Plus ces trois effets, donc plus il y a de personnes qui sont membres du club, plus le parc est important, plus le réseau est de qualité, plus on a d'intérêt et d'incitation à utiliser la voiture. Et donc tant que ces effets ne seront pas d'une manière ou d'une autre perturbés, ne pas posséder sa voiture, finalement, restera beaucoup plus coûteux en termes de mode de vie, j'entends, que d'en posséder une. Et donc, l'usage de la voiture a peu de chances de reculer, en fait. Oui, mais au-delà de ces constats techniques, il y a aussi des conséquences sociales et environnementales qui sont plus préoccupantes. Évidemment, cette dépendance ne poserait aucun problème si la voiture était neutre et finalement peu impactante sur notre environnement et notre quotidien. Cependant, le transport, en particulier routier, est le seul grand secteur en Wallonie dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis les années 90. Et ce n'est pas anecdotique puisqu'il représente plus de 25% de nos émissions. Par ailleurs, puisque l'écrasante majorité des automobiles utilisent des carburants fossiles qu'on ne produit pas, qu'on n'extrait pas en Europe, le transport automobile est aussi un symbole finalement de notre dépendance énergétique. Il y a par ailleurs tout un nombre important d'effets nocifs reconnus pour la santé, qu'on pense à la pollution, au bruit, aux accidents de la route. On peut penser aussi à l'emprise au sol de la voiture qui est énorme, avec les places de parking qui lui sont réservées, la place que ça peut prendre dans les villes. Et donc aussi un coût hyper important en termes d'infrastructure, puisqu'il faut maintenir tout ce réseau routier. Et par ailleurs, le coût individuel ne doit pas non plus être sous-estimé. La voiture représente en moyenne près de 15% des dépenses des ménages et on voit de plus en plus dans la littérature apparaître les problématiques de pauvreté liées au transport qui sont de plus en plus visibles. Donc en clair, le message ici, c'est de dire que on paye cher en fait les avantages que nous procure la voiture et ces coûts justifient que finalement cette dernière soit devenue une forme de problème public et que des stratégies comme la stratégie régionale de mobilité, le plan air climat, etc. ambitionnent de diminuer sa place et de limiter ses effets négatifs à l'avenir. Alors, avant de passer au détail des 4 scénarios que vous avez dessinés, il est sûrement utile de rappeler le cadre et les limites de cet exercice. Donc, ces scénarios ne sont pas des prédictions, vous n'avez évidemment pas de boule de cristal. Effectivement, Aurélie. Notre mission avec ces scénarios, elle est double. Premièrement, on cherche à cristalliser des intuitions à propos du futur qui en fait émergent nécessairement du travail de diagnostic systémique que nous avons réalisé. Donc pour comprendre la dépendance à l'automobile, nous l'avons traité comme un système que nous avons décomposé en 13 variables et nous avons travaillé avec un bureau d'études spécialisé, Transport Mobility Leuven, pour documenter chacune de ces variables.
Ils ont fait un travail vraiment très intéressant qui a abouti à la production de 4 hypothèses d'évolution par variable. Donc par exemple, on a 4 hypothèses pour la sécurité énergétique, 4 hypothèses pour la démographie, 4 hypothèses pour le type de véhicule, etc., etc. Notre travail a ensuite été d'articuler ces hypothèses d'évolution entre elles. C'est notamment en ça que notre analyse peut être qualifiée de systémique. Ce qui m'amène à la deuxième raison d'être de ces scénarios. Nous avons cherché à baliser des futurs possibles pour la dépendance à l'automobile en allant au bout de certaines logiques et en imaginant des ruptures auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on ne se projette pas. Ces scénarios, à horizon 2050, sont donc beaucoup plus proches d'expériences de pensée pour nourrir une réflexion que de prédictions. Nous les avons assortis d'ordres de grandeur qui, eux non plus, n'ont pas de valeur prédictive, mais sont néanmoins rigoureusement construits. Des ordres de grandeur. Oui, tout à fait. Donc, on peut faire des scénarios qui sont tout à fait narratifs, en disant il y aura plus ou moins de voitures, par exemple. On a pris le parti de dire qu'on pouvait beaucoup plus se projeter et prendre en main ces scénarios si on avait des chiffres. D'accord. Donc, par exemple, sur la taille du parc, sur la part modale de la voiture, sur la réduction ou pas des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a produit une série d'ordres de grandeur sur base de notre connaissance de l'existant et sur des petits modèles très très simplifiés qui n'ont pas de valeur du tout prédictive mais qui permettent d'illustrer les scénarios et de comprendre de quoi on parle en fait. Alors parcourons, si vous le voulez bien Raphaël, les 4 scénarios que vous avez imaginés. Oui, tout à fait. Donc je vais les passer en revue de manière assez schématique. Le premier est un scénario de transition organisé et plus ou moins réussi. Donc on imagine une trajectoire où l'Europe se serait vraiment donné les moyens de ses ambitions. On pense au rapport Draghi, au Critical Raw Material Act par exemple. Et en se donnant les moyens de ses ambitions, finalement elle a réussi à protéger son industrie automobile qui parvient à maintenir une position concurrentielle dans un environnement qui justement devient de plus en plus concurrentiel. Cette situation conduit à une relative prospérité à l'échelle wallonne qui a maintenant les moyens finalement de ses ambitions et parvient réellement à agir sur le système des localisations, comme on l'a appelé, c'est-à-dire elle parvient réellement à travailler sur la redensification du territoire, limiter l'étalement urbain, etc. La mobilité devient dans ce scénario-là plus partagée et électrique. Et donc, on parvient à toucher finalement au cœur de ce qui constitue la dépendance à l'automobile individuelle. Cependant, on se rend compte dans ce scénario-là que les bénéfices qu'on en tire ne sont pas finalement suffisants pour atteindre les objectifs de long terme que l'on s'est fixés, comme la décarbonation du transport, par exemple. Et en outre, on montre à travers ce scénario que les ambitions, les efforts à réaliser sont vraiment importants, quoi. C'est un scénario qui souligne finalement l'ampleur et la difficulté de maintenir les efforts dans le temps. Le second scénario qu'on a imaginé est plutôt un scénario d'inertie. Donc à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui en fait, certaines ambitions sont freinées, report de la vente de véhicules thermiques en Europe. Et on est un exemple peut-être flagrant et qui parlera, je pense, à beaucoup d'auditeurs. Et l'idée, c'est finalement de reporter ces ambitions écologiques pour protéger l'existant, en particulier notre industrie ici automobile. Cependant, ainsi protégée, c'est une industrie qui parvient pas nécessairement à suivre le rythme de ses concurrents. Et en fait, la trajectoire de déclin relatif que l'on connaît aujourd'hui n'est pas modifiée, quoi. On est vraiment dans cette idée d'inertie. Et donc la Wallonie suit une pente similaire avec des objectifs de redensification du territoire qui existent toujours mais qui ne sont pas vraiment suivis d'effet. Donc il n'y a pas vraiment de logique volontariste de mise en œuvre de ces politiques-là. Et donc la diffusion de l'automobile, dont on a parlé dans la partie plus diagnostique, se poursuit avec une électrification aussi qui progresse lentement, un étalement urbain qui se poursuit, etc. Et donc, on voit que les coûts du système de l'automobilité continuent de s'accroître au fur et à mesure des années et commencent à peser en fait de plus en plus lourd sur notamment le niveau des inégalités. Donc, on est vraiment dans un scénario qui essaie de montrer les coûts de l'inaction. Donc finalement, un premier scénario qui décrit ce qui se passe si on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Un deuxième scénario qui, lui, explique ce qui se passe si finalement on fait ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Et par contre, un troisième scénario qui, lui, est un scénario de rupture. Oui, tout à fait. Et c'est là tout l'intérêt de la prospective, c'est que ça nous permet d'imaginer, évidemment, comme vous venez de le dire, des scénarios de rupture.
Donc dans ce troisième scénario, on imagine que l'Europe est victime finalement de sanctions au début des années 2030 qui font drastiquement monter ses coûts de l'énergie et ruinent, ou en tout cas met en grande difficulté son économie et son industrie. La Wallonie est, comme partout ailleurs en Europe, durement touchée et doit en fait gérer la pénurie. Le système de transport basé sur l'automobile individuelle thermique n'est simplement plus payable dans un contexte où les coûts des carburants auraient doublé ou triplé. Et donc, il y a une mobilité alternative qui doit se mettre en place. Donc, c'est le scénario où la pression sur les ressources est la plus faible, mais finalement dans un contexte de crise subie, quoi. Donc, il pose la question de, finalement, est-ce que nous sommes préparés à des crises, à des chocs externes, exogènes comme ceux-là. Et enfin, dans la même idée de pousser tout au bout certaines logiques, on a un scénario de dérive qu'on pourrait qualifier de dérive pro-auto, voire de dérive populiste, où pour protéger au maximum, et finalement il faut bien le dire assez à court terme, ses citoyens et son industrie, les politiques européennes et wallonnes subventionnent massivement l'usage de l'automobile. Donc on imagine par exemple que toute une série de programmes sociaux et environnementaux voient leur financement diminuer et que ces fonds sont réinjectés dans une diminution drastique des accises à l'échelle fédérale, donc rendant le carburant mécaniquement beaucoup moins cher pour tout le monde. C'est un scénario où le parc s'électrifie moins et où la plupart des effets négatifs de l'automobile sont drastiquement augmentés puisque, évidemment, la taille du parc augmente, c'est beaucoup moins cher de se déplacer, les kilomètres parcourus augmentent, etc. Donc on a voulu, dans ce scénario-là, pousser à fond la logique de dérive automobile pour mieux souligner finalement les potentiels coûts et les potentiels impacts négatifs que pourrait avoir le fait de ne pas agir. Bon voilà, c'était un survol assez schématique de ces scénarios. J'invite vraiment les auditeurs intéressés à aller voir le rapport où on a des trajectoires beaucoup plus détaillées, les ordres de grandeur, etc., qui permettent de mieux comprendre les logiques internes de chaque scénario. Oui, et ces scénarios sont aussi illustrés dans le rapport, Tout à fait. Ce qui permet de comprendre encore mieux ce dont il est question. Donc ces 4 scénarios, ils vont vous permettre d'identifier 7 tensions pour l'action publique. Pouvez-vous peut-être nous en citer quelques-unes ? Oui, tout à fait. Donc je commencerai en disant que finalement les scénarios dans un exercice comme celui-là, ce n'est pas une fin en soi. Ils ont un objectif très clair qui est d'aider à penser différemment le présent. Et la manière d'y parvenir, c'est de confronter finalement ces différents scénarios, parce qu'en les confrontant, on se rend compte qu'ils sont en tension, qu'il y a des contradictions entre eux sur certains points que je vais pouvoir vous détailler juste après. Mais l'idée, c'est de dire que ce sont souvent ces points qui sont de bons candidats finalement pour des recommandations plus stratégiques et plus sur le présent. Donc 3 tensions que je peux citer rapidement. La première, c'est celle qui traverse de façon centrale la plupart des scénarios, qui est entre des politiques qui s'attaquent réellement au cercle de la dépendance à l'automobile. Je pense à des politiques d'aménagement du territoire fortes qui sont vraiment mises en œuvre de façon volontariste dans le premier scénario, de façon subie dans le troisième, et qui sont en tension avec des politique qui vise simplement à accompagner l'usage de la voiture et éventuellement à promouvoir quelques alternatives dans les scénarios 2 et dans le scénario 4. Et donc finalement, dans ces scénarios 2 et 4, ce qui fait l'attrait de l'automobile individuelle, tout ce dont on a parlé durant le diagnostic dans ce podcast, n'est pas du tout questionné ou interrogé, donc il y a peu de chances que ça ait vraiment un effet. Deuxième tension, ça concerne le rôle de l'acteur public et singulièrement du SPW Mobilité Infrastructure, qui est donc le commanditaire de l'étude. Dans le premier scénario, il est pratiquement un entrepreneur de la transition, c'est-à-dire c'est lui qui va mettre en place, qui va pousser à la mise en place de toute une série d'infrastructures qui vont favoriser la densification, la mobilité multimodale, etc., etc. Dans les scénarios 2 et 4, ce même SPWMI est en fait plus un gestionnaire d'infrastructure qui est là pour accompagner le développement ou le maintien du système de l'automobilité. Et alors dans le scénario de crise, le scénario 3, on voit que son rôle change complètement. Ça devient une forme de gestionnaire de crise qui est là pour arbitrer la pénurie et finalement les demandes légitimes ou pas de différents acteurs qui ne peuvent pas tous bénéficier d'un accès à la mobilité tel qu'ils le souhaiteraient. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une tension qui se reflète déjà partiellement dans l'organisation interne du SPW, MI, où en fait il y a beaucoup de services qui sont chargés de la gestion des infrastructures et d'autres
quand même beaucoup moins nombreux, qui sont plutôt consacrés à la mobilité et où il n'y a pas forcément une articulation qui est toujours parfaite entre ces deux pans-là. Donc finalement, nos scénarios, vus comme ça, pourraient inciter à un rapprochement de la thématique mobilité avec des compétences qui sont ailleurs dans les SPW, telles que le logement et l'aménagement du territoire, c'est-à-dire finalement les compétences qui sont liées au mode de vie des Wallons. Et ceci, il faut bien le dire, à contre-courant de la dynamique historique qui s'est mise en place, mais là je digresse, je ne veux pas aller plus loin. Et donc, la troisième tension que je peux citer dans ce contexte-ci, c'est finalement quelle mission de service public pour un service public de la mobilité dans chacun des scénarios. On voit que dans tous les scénarios, il y a une marginalisation de certains publics dans leur accès à la mobilité, mais pas nécessairement les mêmes à chaque fois. Cependant, il y a certains scénarios qui tentent quand même d'agir sur la question en améliorant l'universalité du système de mobilité. Typiquement, quand on redensifie dans les scénarios 1 et 3, on diminue le besoin de mobilité d'une manière générale et le fait que les distances soient diminuées, qu'il y ait une offre de transport en commun qui soit mise en place, etc., permet au plus grand nombre finalement d'avoir accès à cette mobilité. Alors que dans d'autres scénarios, on assume finalement qu'une partie de la population ne peut pas avoir accès aux moyens de déplacement et on essaie plutôt de mettre en place certains filets de sécurité qui peuvent protéger ces publics un petit peu particuliers, mais en tout cas les publics les plus impactés. Mais pour le reste, on est vraiment dans une logique de laisser faire et d'accompagnement, principalement de l'automobilité, donc qui n'est pas accessible pour tout le monde. Donc voilà les 3 tensions que je voulais vous présenter. Il y en a 7 et je laisse encore une fois les auditeurs les découvrir dans le rapport. Mmh. Et finalement, de ces tensions, vous avez identifié 4 points de convergence indépendants des scénarios qui peuvent donc guider l'action publique dès aujourd'hui. Lesquels ? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'axes d'action qui sont sans regret. C'est-à-dire, quel que soit le scénario qui viendra se matérialiser, il y a de l'intérêt à le faire. Un premier axe, finalement, c'est de renforcer le pilotage par les indicateurs, dont le tableau de bord de la mobilité est un exemple, en y intégrant justement des indicateurs de suivi, finalement, on va l'appeler comme ça, de la dépendance à l'automobile. Donc actuellement, dans le tableau de bord de la mobilité, on n'a pas d'indicateur spécifique qui montre finalement notre dépendance à l'automobile. Je pense aux notions de coût, vitesse généralisée du transport. Je pense qu'on pourrait intégrer des notions d'étalement urbain, etc., qui sont aussi des indications importantes pour expliquer pourquoi la part de la modale de la voiture est ce qu'elle est. Donc tout ça ne fait pas partie actuellement de ce tableau de bord et ça pourrait être intégré pour visibiliser finalement les forces de rappel dont je parlais. Il y a probablement d'autres indicateurs encore qui pourraient être ajoutés, mais l'idée c'est de visibiliser cette dépendance. Oui, donc c'est mesuré. Oui, tout à fait, Aurélie. On est vraiment sur l'idée de pouvoir mesurer un peu plus ces phénomènes-là. Et je pense aussi au fait de modéliser de façon beaucoup plus fine le système transport-localisation. Je renvoie encore une fois au travail de mes collègues Julien Juprel et Julien Charlier. Il y a vraiment des besoins là d'aller plus loin dans la modélisation et de pouvoir faire finalement des simulations plus fines sur ce qui se passerait si on parvenait à redensifier ou pas, etc. Donc ça nous semble être très important si on veut avoir un pilotage efficace de politique telle que la stratégie régionale de mobilité. Et ensuite, dans tous les scénarios, il faut poser des choix concernant ce qu'on fait ou on ne fait pas en termes d'infrastructure. Très concrètement, comme on l'a dit, le SPOE peut être un aiguillon de la transition dans le scénario 1, et ça implique de redensifier le territoire, et sur ce territoire redensifié, de proposer des infrastructures dites multimodales, où on va pouvoir, par exemple, garer sa voiture et prendre un bus, ou descendre du train et prendre le tram, là où il y a des trams. Ça, c'est un exemple. Mais évidemment, ce type d'infrastructure-là, si l'étalement urbain se poursuit, va peut-être avoir finalement assez peu de retours parce que la redensification n'aura pas lieu. À l'inverse, si la redensification a lieu, il y a probablement toute une partie du réseau secondaire qui est apparue justement parce qu'on s'est étalé, qui va plus pouvoir être maintenue comme elle est maintenue aujourd'hui parce que les coûts seraient trop importants, encore une fois, pour peu de retours. Donc tout ça nous incite à dire qu'il faut pouvoir proposer une hiérarchisation claire du réseau, notamment en fonction d'évolutions budgétaires qui ne sont pas nécessairement positives. On ne peut pas pouvoir nécessairement tout faire.
Troisième axe, robuste ou convergent, c'est qu'il faut, selon nous, définir une forme de socle minimal de mobilité pour limiter les publics exclus, même dans un scénario contraint, quoi. Donc il faut se poser la question de, si le scénario contraint se matérialisait, comment ferait-on pour que il y a quand même un socle de mobilité minimal qui soit accessible à une majorité de la population, parce que c'est un risque qui est tout à fait, qui dans les 10-15 ans qui viennent, peut tout à fait se matérialiser. Donc il y a nécessité à travailler sur cette question-là. Le scénario contraint, c'est le scénario de 3. rupture, c'est ça? C'est le scénario 3, effectivement. Enfin, comme j'ai déjà pu le souligner plusieurs fois dans mon intervention, il nous semble en tous les cas qu'il faut articuler beaucoup plus mobilité, aménagement du territoire, politique de logement, si on veut agir d'une manière ou d'une autre sur l'un des moteurs fondamentaux de la dépendance à l'automobile, quoi. 4 donc, points de convergence que vous avez pu identifier grâce à ces tensions, mais vous avez aussi identifié des vulnérabilités dans le système qu'il faut garder à l'œil. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on n'est pas sur une feuille blanche et effectivement, le diagnostic de la dépendance à l'automobile a permis de mettre en évidence l'ampleur des forces de rappel qui font que c'était pas simple finalement de sortir de la dépendance. Les forces de rappel. Oui, tout à fait. Quand on parlait des effets parc, les effets réseau, les effets club, c'était de montrer que finalement, tant qu'il y aura un accroissement de la taille du parc, par exemple, il est assez illusoire de penser que massivement les gens vont arrêter d'utiliser leur voiture. C'est un exemple. Et donc, l'idée, c'est de dire que quelles que soient les trajectoires, les mesures, les politiques publiques qu'on cherche à mettre en place, il y a certains éléments, certaines vulnérabilités qui vont compliquer l'action. Premièrement, la taille du parc. Tant qu'elle croît, ce qui est encore le cas aujourd'hui, comme nous l'avons montré, la dépendance se renforce. Donc la taille du parc doit drastiquement diminuer pour être alignée avec les objectifs de neutralité climatique, pour faire diminuer les autres nuisances. Donc ça veut dire concrètement que certains Wallons et Wallonnes, dont nous faisons tous partie, en tout cas ici dans ce studio, vont devoir à un moment donné soit renoncer à certains déplacements, soit posséder moins de voitures, etc. etc. Donc c'est un des impacts très concrets sur les gens à très court terme. Les contraintes budgétaires sont une autre vulnérabilité. Donc les recettes fiscales et les moyens publics seront probablement, si pas en baisse, en tout cas stagneront dans les années qui viennent, alors que les besoins d'investissement, et on en a parlé beaucoup, resteront importants dans tous les scénarios, quelles que soient les trajectoires que l'on choisit. Et donc ça souligne de nouveau la nécessité d'un cadre de priorisation et éventuellement de financement innovant. Dans tous les cas, on aura là une difficulté à mettre en place les politiques qu'on souhaite mettre. Troisième grande vulnérabilité, et on en a parlé juste avant, c'est la gestion de ce qu'on pourrait appeler des infrastructures obsolètes, puisque finalement, si les investissements routiers sont mal calibrés ou en décalage avec la trajectoire globale, un exemple, si on investit massivement dans le réseau routier et qu'en fait il y a une rupture type à ce qu'on a vu dans le troisième scénario qui fait que la mobilité doit diminuer drastiquement, tous ces investissements dans le réseau routier finalement auront été vains, ça aurait été de l'argent perdu. Et à l'inverse, si on investit massivement dans la transition, mais qu'on a une inertie qui s'installe, par exemple, à l'échelle européenne et qui fait que on n'a pas vraiment les moyens d'investir dans la densification, etc., toutes ces infrastructures nouvelles, finalement, seront assez peu utilisées. Et donc, la trajectoire sera potentiellement très coûteuse dans ces cas-là. Et voilà, le risque est dans les 4 scénarios, mais se matérialise de manière différente. Et enfin, pour finir sur une vulnérabilité qui, je pense, qu'on vit tous finalement dans notre quotidien, c'est qu'il y a finalement systématiquement une contradiction entre le court terme et le long terme. Donc il y a des pressions immédiates auxquelles on peut tous participer d'une certaine manière pour avoir un trafic plus fluide, pour avoir une mobilité qui est plus accessible, etc. Donc on est rarement en faveur des embouteillages, pour le dire comme ça. Et en même temps, ces demandes-là peuvent être en tension avec des objectifs à long terme, comme la décarbonation du transport, le zéro artificialisation nette, etc. Et donc ça, c'est une situation qui ne changera pas à l'avenir, quoi. L'acceptabilité sociale de décisions à prendre dans ce domaine de la mobilité des personnes restera probablement une question majeure, qu'on pense notamment à ce qui s'est passé en France avec les ZFE et le mouvement des gueux, les gilets jaunes déjà à l'époque aussi, qu'on pense aux contestations du plan Good Move à Bruxelles. Et voilà, on a des exemples un petit peu de la difficulté de mener des politiques qui attaquent la dépendance à l'automobile.
Si vous deviez conclure ce travail donc conséquent sur la dépendance automobile en Wallonie, Raphaël, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Le changement demandera à coup sûr un effort soutenu parce que la dépendance à l'automobile est un phénomène puissant avec des forces de rappel extrêmement fortes. Cependant, le coût de l'inertie sera à coup sûr plus élevé que le coût de l'inaction. Merci Raphaël Ritondo pour cet échange passionnant et éclairant. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, donc le cahier de prospective numéro 11 est disponible sur le site internet de l'IWEPS. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner au podcast de l'IWEPS et à nous faire part de vos réactions, et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'IWEPS.